Bonjour ou bonsoir à tous. Donc bienvenue à cette cinquième conférence du cycle des Patrivales. Donc aujourd'hui Lionel Mazet va vous présenter un sujet méconnu et souvent maltraité qui est le sujet des Gaulois, alors, nos fameux ancêtres les Gaulois. Il va revenir sur quelques figures imposées de ce qu'on imagine être un Gaulois. Alors Astérix a beaucoup fait et défait pour la réputation des Gaulois, il faut le savoir. Le territoire du Valois est un territoire riche au niveau de l'archéologie et il était nécessaire de faire un point sur l'archéologie du Valois sur cette période-là qu'on appelle la période de la conquête, donc 1er siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle après, puisqu'évidemment tout le monde n'est pas arrivé en même temps, les Romains ne sont pas arrivés du jour au lendemain s'installer dans la région. C'est ce que Lionel va tenter de vous expliquer et vous présenter aussi les conséquences du mélange des peuples à cette période-ci. Si j'ai bien présenté. C'est pas mal. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Alors effectivement, retour aux sources, Gaulois et Romains dans le Valois. Alors je vais commencer par un certain nombre de rappels. Alors déjà, on va définir géographiquement ce que je vais entendre par le Valois dans cette conférence, parce qu'évidemment le Valois à l'époque gauloise, ça n'a aucun sens historique et culturel. Le Valois, c'est un comté, un duché qui sont créés à la fin du Moyen-Âge. Donc, on va parler plutôt de là du Valois géographique. En l'occurrence, on ira à l'est jusqu'à Soissons. On va suivre l'Aisne l'Aisne et l'Oise jusqu'à Senlis. Et on redescendra jusqu'à l'Ourcq. Voilà, ça sera à peu près notre cadre d'études. Ensuite, on va rappeler ce que c'est effectivement qu'un Gaulois, parce que je suis sûr que finalement c'est pas si net pour beaucoup de monde. Alors on va commencer par parler un peu chronologie, et au passage égratigner tout de suite un peu Astérix, même si je pense que la plupart des gens le savent. Si j'ai choisi de commencer par mentionner le néolithique, c'est parce que les menhirs c'est néolithique. Donc le néolithique, on est 6000 à 2200 avant Jésus-Christ. Ensuite vient l'âge du bronze, 2200 à 800 avant Jésus-Christ. Alors toutes les chronologies que je vais vous donner, elles sont grosso modo valables pour la France actuelle, mais évidemment il y a des énormes disparités, il peut y avoir des disparités régionales. Et ensuite vient ce qu'on appelle les Celtes, donc avec l'âge du fer, qui lui-même est subdivisé en deux grandes périodes qu'on appelle le Hallstatt, et puis ensuite, donc 800 à 400 avant Jésus-Christ, puis l'Athènes, ou second âge du fer. Donc là, à partir du moment où on a des Celtes, on peut commencer à parler également de Gaulois, puisque qu'est-ce qu'un Gaulois ? C'est un Celte qui habite la Gaule. Mais les Celtes, ils sont bien loin d'habiter seulement la Gaule. Là, vous avez l'ère de répartition de justement la civilisation de l'Athènes. Vous voyez qu'on est sur une ère extrêmement vaste, qui couvre une grande partie de l'Europe actuelle, avec même une petite incursion, vous voyez ici, en Turquie, en Asie mineure, avec les Galates, qui sont des Celtes. D'ailleurs, on se demande même si, en fait, Galate n'est pas une déformation locale du mot celte. Keltoi, Galatoi, on est quand même assez proche. Donc, en l'occurrence, on va s'intéresser aux Celtes de la Gaule, donc les Gaulois. Alors, je vais effectivement, comme l'a dit Régis, m'intéresser à une période très restreinte de cet âge celte, seulement la toute fin de la période. Donc effectivement, grosso modo, le 1er siècle avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle après Jésus-Christ. Grosso modo, on va faire du 120 avant Jésus-Christ, 50, 60, quelques incursions jusqu'à 100 après Jésus-Christ. On va se concentrer sur cette période charnière qui précède la conquête romaine et qui suit immédiatement la conquête romaine. Alors, retour aux sources. Comment étudier les Gaulois ? Alors déjà, on se heurte très rapidement à un gros problème, c'est l'absence de sources écrites d'origine gauloise. Les Gaulois n'ont pas écrit sur eux-mêmes. Donc toutes les sources écrites qu'on a sur les Gaulois, sur les Celtes en général, viennent des Romains ou des Grecs, donc de gens qui sont étrangers à la culture celtique, et puis souvent ennemis. À titre d'exemple, la meilleure source qu'on ait sur les Romains, c'est César, avec la guerre des Gaules. Son récit de la guerre des Gaules. Donc on a évidemment un récit qui va être très orienté. J'y reviendrai à plusieurs reprises pendant la conférence. Il y a certaines de ces informations qui sont à prendre avec des pincettes.
Alors dans les autres sources on a des sources plus anciennes que César. On a notamment Hérodote, qui est qu'on appelle souvent le père de l'histoire, qui est un historien grec, qu'on le considère souvent comme le premier historien. Et lui, au 5e siècle, il nous parle des Celtes et il nous parle justement de leur vaste territoire. Alors les Celtes, elles ont quand même ces sources grecques et romaines, elles ont aussi un défaut, c'est qu'elles sont souvent assez confuses sur qu'est-ce qui est celte, qu'est-ce qui est gaulois, qu'est-ce qui est germain. Il y a un auteur qui nous dit que les Germains s'appellent Germains parce qu'ils sont frères des Celtes, frères germains, cousins germains. C'est assez confus. Alors, chez certains, on nous dit que pour Diodore de Sicile, par exemple, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il nous dit que les Gaulois vivent au nord des Celtes. Pour les Romains, par contre, les Gaulois sont des Celtes. On voit que c'est assez compliqué. Chez Strabon, c'est Strabon qui nous dit que les Germains sont frères des Celtes. Enfin, on voit, ça bouge. C'est pas très net. Ils ont du mal. Donc, à défaut de sources écrites, il va falloir s'intéresser à des sources plus concrètes, et c'est en fait l'archéologie qui va permettre de beaucoup mieux connaître les Celtes en général et les Gaulois en particulier pour ce qui nous intéresse. Alors cette étude archéologique des Gaulois, elle commence en fait au 19e siècle. Elle est encore assez limitée parce qu'au 19e siècle, on va s'intéresser surtout aux monuments un peu spectaculaires, au reste un peu spectaculaire, c'est-à-dire qu'on va fouiller quelques oppidums, souvent symboliques, Alésia par exemple. On va fouiller quelques nécropoles, et on a une histoire, une archéologie à ce moment-là qui sont pas mal polluées par, on va dire, le nationalisme ambiant de la fin du 19e siècle, le fameux Nos ancêtres les Gaulois qu'on entend beaucoup à cette époque, et pollué un peu aussi par la politique, la récupération politique, alors avec notamment Napoléon III qui fait beaucoup pour l'archéologie, mais avec une archéologie justement orientée, puisque un des buts de la fouille d'Alésia, c'est d'exalter l'esprit de résistance gaulois, donc français. Dans la région, il y a quelque chose de très important qu'il faut signaler pour le 19e siècle, c'est le rôle très important des sociétés historiques et archéologiques qui naissent pour beaucoup à cette période. La plus ancienne dans la région, c'est la société historique de Château-Thierry qui naît en 1825, de Saint-Quentin, pardon. On a un comité archéologique qui est né à Compiègne en 1840, et puis surtout une société historique qui est très très importante dans la région pour les Gaulois, c'est la société historique de Soissons. Alors en fait, on a deux sociétés historiques qui naissent en même temps à Soissons, les deux en 1847, puis qui fusionnent quelques années plus tard, en 1856. Et notamment, il y a un personnage qui va être très important pour l'archéologie gauloise, c'est Octave Vauvilliers. C'est le fils d'un agriculteur, et il se trouve que cet agriculteur possède des terres qui se trouvent sur un oppidum gaulois. Donc il va commencer par s'intéresser à cet oppidum, qui est l'oppidum de Pommiers, à côté de Soissons. Et il va ensuite s'intéresser particulièrement aux monnaies gauloises, à la numismatique gauloise, et c'est un peu le père de la numismatique gauloise. Il a fait beaucoup de fouilles, et il y a eu beaucoup d'autres fouilles ce 19e siècle, mais elles ont toutes un peu le même défaut, qui est un peu le défaut général des fouilles du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on se dépêche de creuser vite pour aller atteindre les vestiges immobiliers, essentiellement les murs, que l'on récupère les objets qu'on considère beaux ou intéressants, donc on va récupérer les armes, on va récupérer les monnaies, mais tout ce qui paraît de peu d'intérêt à cette époque-là, notamment les poteries, etc., on va complètement passer au travers. Et puis c'est des fouilles qui sont pas toujours bien publiées scientifiquement, donc c'est des fouilles sur lesquelles parfois les informations ont été perdues. Alors je suis archéologue moi-même et je dis ça avec beaucoup de prudence parce que je sais pas comment les archéologues dans un siècle nous jugeront nous. Mais il faut garder ce recul-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de fouilles du 19e sur lesquelles on regrette de pas avoir beaucoup d'informations. C'est aussi le défaut, ça reste vrai encore au début du XXe siècle. Et puis, on a donc une vision très parcellaire encore à ce moment-là de l'archéologie gauloise, qui, je l'ai dit, se limite essentiellement aux oppidums et puis aux villes fortifiées, pour simplifier, mais je détaillerai tout à l'heure, et puis aux nécropoles. Par contre, on a un changement qui va intervenir à partir des années 1950, notamment grâce à ce qu'on appelle la prospection aérienne. Donc les photos aériennes vues d'avion,
qui vont permettre de révéler quelque chose qui était assez insoupçonné à ce moment-là, c'est la densité des vestiges ruraux. Et à ce moment-là, on va commencer à se rendre compte que le paysage est finalement un peu constellé de sites archéologiques qu'on ne soupçonnait pas. Alors avec l'archéologie aérienne, avec la prospection aérienne, on repère les sites, mais évidemment, vous voyez un ensemble de fossés, un ensemble de trous, il n'y a pas grand-chose vu du ciel qui vous indique si vous avez affaire à une ferme gauloise, à une villa romaine, à une enceinte néolithique, etc. Donc on repère les vestiges, mais à ce moment-là, on n'arrive pas encore à les caractériser. Pour arriver à les caractériser, il faut soit coupler ça à des prospections de terrain, donc aller sur le terrain, ramasser le mobilier, les objets archéologiques apparents et voir de quand ils datent, ou alors il va falloir faire des vraies fouilles. Et puis la troisième grosse révolution dans l'archéologie en général et dans l'archéologie de ces périodes-là, l'archéologie gauloise en particulier, ça va être les débuts de ce qu'on appelait à l'époque les fouilles de sauvetage et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie préventive. C'est-à-dire qu'un site est menacé, un site va être détruit par un aménagement, une route, un port, etc. Et à ce moment-là, des archéologues interviennent pour étudier le site avant ses destructions. Et ça va avoir un rôle très très important pour l'archéologie gauloise, et notamment dans la région, avec les très nombreuses fouilles de sauvetage qui vont avoir lieu à partir des années 70-80, à partir de l'année 72 précisément, dans la vallée de l'Aisne, où on va avoir une unité du CNRS, l'unité de recherche archéologique numéro 12, qui va être très très active dans la vallée de l'Aisne et qui va apporter énormément de connaissances sur les Gaulois, sur la vallée de l'Aisne en général d'un point de vue archéologique, sur un peu toutes les périodes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera les Gaulois. Alors pourquoi la vallée de l'Aisne ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de sites d'extraction de gravier. Et c'est le plus souvent avant la mise en place, avant l'extraction de gravier qui vont donc détruire les sites archéologiques qui ont été creusés qui ont été installés dans ces gravières. Avant cela, les archéologues du CNRS interviennent et découvrent énormément de sites. Nouveau temps depuis dans l'archéologie préventive, dans les années 70, 80, 90, c'était encore assez parfois artisanal. C'était pas encore très professionnalisé. Pour l'archéologie préventive, il y a deux lois qui sont très importantes, qui sont les lois de 2001 et de 2003 qui professionnalisent et qui encadrent l'archéologie préventive. Et là encore, on a des nombreux sites qu'on découvre grâce à ces fouilles préventives, qu'on découvre ou dont on connaissait l'existence, mais qu'on caractérise grâce à ces fouilles, soit qu'on découvre complètement, qui étaient complètement inconnus. Alors après ce petit propos préliminaire, on va se heurter. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du Hallstatt et de l'Athènes, et je vous ai dit que ces périodes étaient encore subdivisées. Et là, on va arriver à ce qui est très rapidement un problème pour tous ceux qui ne sont pas des spécialistes de la période gauloise, c'est le nom des périodes. Alors on va faire un peu d'historiographie avec le nom des périodes, parce que on a des problèmes avec ça. C'est que les périodes, vous voyez qu'on a subdivisé l'Athènes en plusieurs périodes, que ces subdivisions ne sont pas partout valables, qu'il y a des spécificités régionales, et que en plus tous les auteurs ne sont pas forcément d'accord entre eux. Là, vous avez 5 exemples de 5 subdivisions de la période de l'Athènes avec 5 auteurs différents. Donc, ne partez pas tout de suite en courant. Je partirai uniquement en années. Et on va oublier cette conférence, ces notions de thène ancienne, thène 1, thène D2, thène D2A, D2B, etc. Je vais parler en années, ça sera plus simple pour tout le monde, à commencer par moi. Alors pourquoi quand même le nom, pourquoi on a parlé comme ça, pourquoi on s'est mis à parler avec des noms de périodes qu'on a subdivisés un peu dans tous les sens au lieu de parler dès le début directement en année? Eh ben c'est parce qu'on a raisonné en fait en termes de culture matérielle. Je m'explique. Puisqu'on avait très peu de sources écrites sur les Gaulois et peu de sources directement gauloises, on était à peu près capable de dire sur un site archéologique ou sur plusieurs sites archéologiques que finalement tel site était plus ancien que tel autre, qu'il y avait des sites qui apparaissaient après d'autres, des types de sites qui apparaissaient après d'autres, que tel type de céramique, tel type de monnaie était plus ancien, plus récent. On était capable de faire ce qu'on appelle de la chronologie relative. On était capable de dire ça, c'est plus ancien que ceci, cela, c'est encore plus ancien ou c'est plus récent.
mais on n'était pas capable de dire à ce moment-là, au 19e, au début du 20e, ça date de 150 avant Jésus-Christ. Ce qui va permettre de le faire, ça va être les progrès de l'archéologie, et notamment les méthodes de datation comme le carbone 14, qui là vont permettre de nouveau de caler historiquement, de donner des dates à tous ces événements. Et là, on va pouvoir recaler précisément ces périodes. Mais on a continué un peu par habitude, et puis pour coller avec la littérature scientifique qui existait déjà, on a conservé cette habitude de parler en culture matérielle, comme pour la préhistoire finalement. Préhistoire, vous avez le magdalénien, l'aurignacien, etc. Eh bien, au début, comme on ne pouvait pas faire autrement pour la période gauloise, on a fait comme pour la préhistoire, on a parlé en culture matérielle. Alors, on va arriver un peu au cœur de notre sujet à présent avec le Valois-Gaulois. Une zone disputée. Alors, pourquoi une zone disputée? Parce qu'il se trouve que le Valois, dont je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'existence administrative à l'époque gauloise, est en fait à la jonction des territoires de plusieurs tribus. Au moins 3 tribus à l'époque de l'indépendance gauloise, qui sont les Bellovaques, les Suessiens, les Meldes, je vais y revenir après, vous inquiétez pas, et puis peut-être, mais c'est plus compliqué, on le verra, les Sulbanectes. Alors, qui sont toutes ces tribus? Là, vous avez une carte de la Gaule dans son ensemble, la Gaule à l'époque de l'indépendance. Alors, si vous voyez qu'on est dans la zone qui est tout au nord, en orange, et de fait, vous êtes en Gaule belgique. Donc, avant la conquête romaine et même après la conquête romaine, quand les Romains vont rediviser la Gaule en provinces, on va être, nous, dans la région de Gaule belgique. Là, vous avez les limites supposées des différentes tribus gauloises en pointillés. Et vous voyez qu'effectivement, on a une région qui est assez dense avec plusieurs tribus. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de ces tribus. Et on va commencer par les 2 plus puissantes dont César, qu'on connaît assez bien grâce à César, qui sont les Suessiens et puis les Bellovaques. Et on va commencer par les Suessiens. Les Suessiens, ils sont un peu hégémoniques en Gaule belgique. C'est une des tribus les plus puissantes. Ils en grande partie parce qu'ils dominent également d'autres tribus. Les Suessiens, donc leur capitale est un oppidum autour de Soissons. On hésite entre 2 oppidums. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est eux qui ont donné leur nom à la ville de Soissons. Et il se trouve qu'au moment où César envahit la Gaule, eh bien, les Suessiens sont donc capables d'aligner dans une grande coalition qui va réunir tous les Belges contre César, presque tous les Belges. Les Suessiens sont capables d'aligner 50 000 combattants à eux seuls sur 300 000 de la coalition. Chiffres à prendre avec prudence, puisque chiffres qui nous viennent de César, et César a évidemment tout intérêt à expliquer à Rome qu'il a bâti des armées absolument innombrables, donc les chiffres sont certainement gonflés. Mais enfin, on nous dit, et ça paraît plausible, que les Suessiens sont quand même une des tribus les plus puissantes de la Gaule à ce moment-là. Alors, il nous dit même, César, que l'ancien roi des Suessiens dominait, alors je vais le citer, il était, ce roi qui s'appelait Divitiacos, était, je cite, le plus illustre chef de la Gaule entière, qui, outre une grande partie de ces régions, donc ces régions en l'occurrence c'est la Gaule belgique, avait dominé la Bretagne. Alors la Bretagne, c'est pas l'Armorique, c'est la Grande-Bretagne. Ça nous donne alors informations à prendre avec des pincettes, mais c'est des informations qui tiennent de la tribu des Rèmes que vous voyez à l'est des Suessiens ici. Les Rèmes qui décident de ne pas joindre la coalition et de se rallier eux à César et qui le renseignent. Ce sont eux qui renseignent César sur les forces en présence côté belge. Donc les Suessiens dominaient apparemment la Belgique et même la Bretagne, et il se trouve que le fils de Divitiacos, son successeur en tout cas, qui s'appelle Galba, est le commandant suprême de la coalition belge. Ce qui nous montre bien qu'on est face à une tribu puissante. César leur attribue, alors il est choisi comme chef de la coalition, nous dit César, d'un commun accord à cause de son équité et de sa sagesse. César attribue 12 oppidums, 12 oppida si on prend le pluriel latin,
12 oppida aux Suessiens. Alors, ce qu'il appelle, lui, des oppidas, ça va être des sites d'importance régionale, mais pas forcément fortifiés. Donc là, on a une différence avec la définition archéologique sur laquelle je m'étendrai tout à l'heure, mais la définition archéologique, c'est un site fortifié. En plus, on se demande si César, dans ce compte, ne compte pas également les territoires des tribus qui, à ce moment-là, sont soumises aux Suessiens, notamment la tribu des Mèdes, la tribu qui est autour de Meaux. Et peut-être celle des Sulbanèques. Alors, Sulbanèques, là, vous avez Sylvanecte sur la carte. Grand débat au sein des historiens, des érudits. On va prendre, nous, la dénomination de Sulbanecte parce que c'est la plus ancienne attestée archéologiquement sur une inscription romaine découverte à Senlis. Donc, ne vous étonnez pas si sur certaines illustrations, vous voyez Sylvanecte ou Sylvanecte avec un I ou un Y. C'est la même chose. Alors, quelle est la capitale des Suessiens? Eh bien, c'est probablement l'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain, juste à l'est de Soissons, qui a été ensuite abandonné peut-être au profit de l'oppidum de Pommiers, qui lui est à l'ouest de Soissons. Soissons, à ce moment-là, n'existe pas encore. Donc, César nous cite un oppidum qui s'appelle Noviodunum, qui pourrait donc correspondre à Pommiers. Dans les autres sites importants qui sont proches de chez nous, qui sont des oppidums suétiens, on peut citer également Saint-Pierre-en-Châtre, qui fait 26 hectares, Montigny-Langrin, Amblény, Mureil-Croûte, qui sont des oppidums importants. Là, c'est pour les Suétiens, donc les leaders de la coalition. Ils sont leaders, apparemment ils ont le plus sage des chefs belges, mais ce ne sont pas ceux qui sont capables d'aligner le plus grand nombre d'hommes dans la coalition. Les Suétiens, c'est 50 000 hommes. Les Bellovaques, donc qui ont donné leur nom à la ville de Beauvais, les Bellovaques, c'est, d'après César, 100 000 hommes. Et c'est là aussi une des tribus. Avec les Suétiens, on a là les deux tribus incontestablement les plus puissantes de Gaule-Belgique. Alors César mentionne l'oppidum de Bratus-Pantium comme leur capitale. Alors où est Bratus-Pantium? Eh ben on ne sait pas. Ça fait partie des sites qui ne sont pas attestés avec certitude. L'hypothèse dominante est que ce serait Bailleul-sur-Terrain. Mais ce n'est encore à ce jour qu'une hypothèse. Alors, vous voyez des limites sur cette carte. Il y a une théorie sur les Bellovaques qui est que leur territoire aurait pu être subdivisé en 4. Donc en 4 pagus. Pagus, c'est un mot latin, on peut le traduire par pays. Hypothèse qui repose en fait sur le fait que ces pagus existent toujours à l'époque du Haut Moyen-Âge, à l'époque mérovingienne, à l'époque carolingienne, et que notamment un de ces pagus, qui est le Pagus Windoliensis, le pays de Vendeuil, porte le nom de Vendeuil-Capli, enfin de Vendeuil en l'occurrence, qui est pourtant un tout petit village à l'époque du Haut Moyen-Âge, mais une agglomération importante à l'époque gauloise et à l'époque romaine. Donc l'hypothèse, c'est que le pays de Vendeuil aurait gardé ce nom à l'époque du Haut Moyen-Âge, nom qu'il devrait à l'importance à l'importance qu'il avait à l'époque gauloise. Et dans ce cas, on aurait 4 pagus avec chacun un peu leur capitale. Le Pagus Rossum-Tensis avec comme capitale ce qui est aujourd'hui le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde. Le Pagus Camliacensis, alors c'est pas leur nom latin, c'est pas leur nom gaulois, j'insiste à chaque fois. Le Pagus qui aurait comme capitale l'oppidum de Gouvieux. Et puis donc le Pagus Belvacensis qui aurait comme capitale Bailleul-sur-Terrain, supposément Bratus-Pantium, oppidum principal des Bellovaques. Ensuite, on a les Mèdes. Alors les Mèdes, ils sont un peu problématiques parce que les auteurs sont pas d'accord à leurs propos. Certains disent que c'est un peuple qui est indépendant dès avant la conquête. Certains, comme Sylvain Fichtel, qui est l'auteur de ces cartes, certains font d'eux une dépendance des Suétiens. Et d'autres auteurs sont absolument pas d'accord avec cette question. Alors, je ne trancherai pas, mais pour la conférence, on va les traiter comme une peuplade à part. Ils sont pas mentionnés dans la coalition belge de César,
César les mentionne une seule fois dans la guerre des Gaules. Et en fait, il les mentionne pas du tout à propos de l'invasion de la Gaule, il les mentionne à propos de l'expédition qu'il mène en Grande-Bretagne, où il nous dit qu'il a fait construire des bateaux chez les Mèdes. Alors, se pose également la question des Sulbanectes. Alors, c'est un peu la même remarque que pour les Mèdes, ils sont absolument pas mentionnés avant la conquête. C'est une toute petite cité, c'est la plus petite cité de Gaule du Nord, et il se trouve qu'elle est coincée entre les deux monstres que sont les Bellovaques et les Suessiens. Et en plus, leur capitale connue à l'époque romaine, c'est-à-dire Senlis, eh bien, il se trouve qu'elle n'existe absolument pas à l'époque gauloise et que c'est là aussi une pure création romaine. Donc, il y a une hypothèse qui voudrait que les Sulbanectes soient une petite tribu soumise soit aux Bellovaques, soit aux Suessiens, selon les auteurs, soit carrément une pure création des Romains qui démembreraient une des deux tribus pour créer une nouvelle cité et affaiblir une des deux tribus très puissantes. Alors on voit qu'avec tout ça, on est quand même dans une zone qui est pas évidente à étudier à l'époque gauloise. Sur les 4 tribus qu'on connaît, on en a peut-être que 2 à l'époque romaine, ou 3. Il y a beaucoup de questions qui sont pas encore tranchées. On est dans une zone politiquement complexe. On voit que les oppidums que j'ai cités sont essentiellement aux marges du territoire auquel je vais m'intéresser aujourd'hui, aux marges du Valois, parce que le Valois est un territoire qui a un relief assez peu marqué, et la plupart des oppidums sont sur des sites de relief, évidemment plus faciles à défendre. J'en citerai quand même 2 dans une deuxième partie. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, politique. Maintenant, on va entrer un peu dans le dur du sujet en s'intéressant vraiment à l'archéologie du Valois gaulois. Alors, on va commencer par parler du paysage du Valois à cette époque-là. À quoi ça ressemble le Valois gaulois? Qu'est-ce qu'on aurait vu si on était parti se promener depuis Villeneuve-Saint-Germain jusqu'à Gouvieux, qui sont un peu les deux extrêmes de ma zone d'études? Alors, grâce à ce qu'on appelle l'archéologie des paysages ou les études paléo-environnementales, eh bien, on peut reconstituer les paysages anciens. Alors, qu'est-ce que c'est que ces études? Eh bien, c'est des études qui doivent beaucoup à 2 spécialités en particulier de l'archéologie, qui sont la palynologie, c'est-à-dire l'étude des pollens, et la carpologie, qui est l'étude des graines. Alors ça, c'est possible en réalisant, en fait, dans les structures archéologiques qu'on fouille, on réalise des prélèvements. Ces prélèvements, ensuite, on peut les tamiser, les étudier, alors à l'œil nu ou avec une loupe pour la carpologie, avec des microscopes pour l'étude des pollens. Et grâce à ça, on arrive à savoir, en retrouvant ces pollens dans des couches archéologiques, à condition évidemment d'être sûr qu'elles ont été prélevées convenablement pour ne pas être polluées par les pollens actuels, on arrive à savoir quelles étaient les plantes qui poussaient dans les environs du site étudié. Alors, grâce à ça, on arrive à avoir une idée du couvert paysager, et même en étudiant les proportions de ces différents pollens, on arrive à avoir une idée assez précise. Donc, grâce à ça, on sait qu'on peut oublier le cliché qu'on a longtemps eu, notamment au XIXe siècle, qui était le cliché d'une Gaule couverte de forêts impénétrables, peuplée de sangliers et de Gaulois en train de leur courir après. En fait, on a un paysage, à ce moment-là, qui est déjà un paysage très ouvert. Là, vous avez 2 reconstitutions différentes de paysages tels qu'ils auraient pu exister, tels qu'ils ont pu exister à l'époque gauloise. Vous voyez qu'on a quelques habitats, qu'on a des exploitations isolées sur lesquelles je reviendrai. On a bien quelques bois, mais c'est essentiellement des petits bosquets. Et puis, on a essentiellement, pour le reste, un paysage ouvert et déjà bien exploité et très bien mis en culture. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut vous représenter le Valois à l'époque gauloise, déjà un paysage ouvert, et pas du tout les grandes forêts qu'on peut avoir aujourd'hui, forêt d'Alate, forêt de Chantilly, forêt de Ré, forêt de Compiègne, qui sont des créations toutes assez récentes, souvent de l'époque moderne, de l'Ancien Régime, voire du Moyen-Âge, Ancien Régime. Mais à l'époque gauloise, ces forêts sont largement défrichées, notamment parce qu'on pratique depuis le néolithique beaucoup la culture sur brûlis. Donc on coupe, on défriche, on laisse les arbres sur place, on fait tout brûler,
ça fertilise la terre, on cultive la parcelle jusqu'à ce que la terre commence à se fatiguer, et puis quand la terre commence à se fatiguer, on fait la même chose à côté. Et ainsi de suite. Donc, on a un paysage finalement assez ouvert. Alors, on a une petite preuve historique, en tout cas un indice concluant du fait que le paysage était ouvert et bien sillonné, bien exploité. C'est tout simplement la vitesse avec laquelle César arrive à déplacer ses légions pendant la guerre des Gaules. Il nous donne pas mal d'indications temporelles. Il nous dit en tant de jours, je suis allé à tel point pour les combattre. Alors même si ces indications spatiales sont souvent un peu imprécises, ça nous donne une assez bonne idée des distances. Et alors par exemple, lors de cette fameuse coalition belge que j'ai évoquée, qui se noue donc en 57 avant Jésus-Christ, César, lorsqu'il apprend que les Belges sont en train de se coaliser contre lui, est en quartier d'hiver dans ce qu'on appelle alors la Gaule cisalpine, qui est en fait l'Italie du Nord. Et il réunit ses légions, et en 15 jours, il arrive à la frontière de la Belgique. Donc ça lui fait un minimum de 450-500 km qu'il fait en 15 jours. Donc on est sur du 30 km par jour au minimum, j'insiste sur le au minimum. Et bien entendu, une légion romaine, c'est pas seulement les hommes qui marchent, c'est également tout le train qui suit avec tout le ravitaillement, des chars à bœufs, etc. Donc on imagine bien que pour arriver à transporter tout ça en seulement une quinzaine de jours depuis l'Italie du Nord, ça veut dire passage des Alpes au passage, évidemment, et arriver en 15 jours à la frontière de la Belgique, c'est-à-dire au minimum à Besançon actuellement, voire plus au nord, ça fait quand même une belle performance. Ça nous montre bien qu'on est sur des territoires, oui, qui sont pas recouverts de forêt et sur lesquels on a également des routes. Alors, la culture matérielle, cette civilisation de la fin de l'indépendance gauloise, on l'appelle souvent la civilisation des Oppidas. Alors, Oppida, vous m'avez déjà beaucoup entendu utiliser le terme. J'ai dit que j'y reviendrai, c'est maintenant. On va parler un peu de ce que c'est que les oppidums. Donc là, vous avez une carte qui vous montre la répartition des principaux oppidums dans le monde celtique. Vous voyez que ça nous dessine une carte qui est assez fidèle à celle qu'on voyait tout à l'heure sur la répartition du monde celtique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oppidum? Alors, au sens archéologique, c'est une agglomération fortifiée et il en existe différents types. On va choisir un site fort, assez facile à défendre. Dans certains cas un peu rares, on va s'installer au milieu d'une plaine, on va faire une enceinte de plaine, mais la plupart du temps, on va profiter soit d'une rivière, soit d'un relief marqué et prononcé pour fortifier la position et construire un oppidum. Alors cet oppidum, à quoi il sert? Eh ben, encore une question qui n'est pas tout à fait tranchée entre les spécialistes. Il y a deux hypothèses principales. Certains pensent que les oppidums sont un peu habités, mais qui servent surtout de refuge temporaire en cas de guerre, de refuge temporaire pour la population, et puis de lieux de réunion politique ou religieuse importantes. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, que j'appellerais l'hypothèse urbaine ou proto-urbaine, c'est l'hypothèse que les oppidums sont tout simplement des villes. Alors des villes dans lesquelles l'urbanisme est encore assez lâche et peu dense, mais qui sont bien des lieux de peuplement constant, permanent. On verra, vous verrez très vite au cours de la conférence vers quelle hypothèse je penche. Alors ces lieux, j'ai dit qu'ils étaient fortifiés. Ils sont fortifiés d'une façon qui est assez caractéristique des Gaulois, à tel point que César appelle ça le murus gallicus, le mur gaulois. C'est une levée de terre qui est liée, qui est renforcée par des poutres, et dans certains cas, mais on voit que c'est pas systématique, qui peut être parmentée avec des blocs de pierre. Là, vous avez quelques-uns des types de murus gallicus qu'on peut rencontrer dans l'ensemble du monde celtique, dans l'ensemble de cette civilisation des Oppidas. Alors, les oppidums dans la région, les Oppidas, j'ai dit qu'ils étaient surtout concentrés aux marges de notre zone d'étude. Il y en a quand même un qui est à peu près dedans, ici en forêt de Compiègne, c'est donc l'oppidum de Saint-Pierre-en-Châtre, sur la commune de Vieux-Moulins. Alors, il a été fouillé en 1862 par Viollet-le-Duc
pour le compte de Napoléon III, mais malheureusement Viollet-le-Duc voulait à toute force y voir un camp romain, plutôt qu'un camp gaulois. Après, son idée est restée, faute de nouvelles fouilles, restée en vogue pendant longtemps. Le site a de nouveau été fouillé en 1972 par Michel Jouve, et il se trouve que, au cours de ces fouilles, il a trouvé un niveau archéologique avec des objets qu'il a pu dater de la fin de l'âge du fer, précisément des années 150 à 30 avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'on est bien dans notre période et on pourrait bien avoir un oppidum suétien. Alors on voit que ce site-là, actuellement au milieu de la forêt de Compiègne, mais enfin je vous l'ai dit, il ne faut pas imaginer la forêt de Compiègne à cette époque-là, il faut l'imaginer au milieu d'un paysage plus ouvert. On voit qu'il est quand même assez fort et de fait il était déjà occupé à l'âge du bronze, donc aux alentours de 800 avant Jésus-Christ. Un autre oppidum assez important, c'est donc un des oppidums principaux des Suétiens, c'est l'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain. Alors vous voyez que l'Aisne au niveau de Soissons fait des méandres, et à l'est de Soissons, vous avez un méandre qui remonte. Et bien, dans ce méandre, vous aviez un oppidum suétien, qui est donc supposé être la capitale ou une des capitales des Suétiens, en concurrence avec celui de Pommiers. Alors, si j'ai choisi d'en parler, bien qu'il soit assez excentré par rapport à Amazon, c'est parce qu'il a été très bien étudié et qu'il présente quelque chose qui est, à ce jour, complètement unique dans le monde celtique. Alors, il est le premier à l'avoir étudié, sérieusement, c'est Octave Vauvilliers, dont je vous ai déjà parlé, qui commençait sa carrière archéologique en étudiant l'oppidum de Pommiers, l'autre oppidum majeur des Suétiens, qui est ensuite devenu le spécialiste de la numismatique gauloise. Eh bien, il se trouve qu'il a aussi travaillé sur Villeneuve-Saint-Germain, et c'est lui qui a notamment réduit à néant une hypothèse ancienne qui voulait qu'on ait creusé un canal pour couper le méandre, pour l'isoler et en faire une île. Et lui se rend compte que c'est totalement faux, tout simplement en découvrant la levée de terre qui était le reste du rempart de cet oppidum. Il fait ça en 1862. Et l'oppidum, il a une surface qui est estimée entre 30 et 71 hectares. Alors vous allez me dire, c'est une grosse fourchette. Oui, mais tout simplement parce qu'on n'est pas certain du cours de l'Aisne à l'époque de l'Athènes finale. Donc on sait qu'il y a un méandre, on sait que le méandre est barré par un rempart, mais le cours de la rivière a pu se déplacer et donc la surface de l'oppidum a évidemment été transformée dans ce cas. Il a été fouillé, à nouveau plus récemment, ce site, par cette fameuse URA 12 du CNRS dont je vous ai parlé, justement parce qu'on allait y installer une gravière. Donc il a été fouillé en fait en même temps par deux équipes différentes, une de l'URA 12 du CNRS et une autre qui était dirigée par l'archéologue Jules Debord. Et il en est sorti beaucoup de zones artisanales, avec des bronziers, avec des potiers, des ateliers de potiers. On a trouvé des ateliers de pelleterie, donc les peaux, les fourrures. Et on a également trouvé un atelier monétaire. Il y a eu un sondage du rempart également qui a été fait. On a trouvé une nécropole à incinération avec 21 sépultures. Et puis, on a trouvé des habitats, on a trouvé des zones de stockage, de silos, de greniers, etc. Donc, on voit qu'on avait un site archéologique assez important. Alors, on sait qu'il n'est pas tout à fait contemporain de l'autre oppidum de Pommiers, ce site, justement parce que les objets archéologiques qu'on y a trouvés ne correspondent pas tout à fait. Donc, il y a une phase entre les deux, ils ne sont pas contemporains. Alors, lequel est plus ancien? Une nouvelle fois, il y a débat entre les spécialistes. Des débats qui reposent essentiellement sur les monnaies, sur la datation des monnaies, puisque pour Jules Debord, qui, je l'ai dit, est un des deux fouilleurs de Villeneuve-Saint-Germain, les monnaies qu'il y a trouvées ne peuvent dater que d'après la conquête. Donc on aura un oppidum gaulois qui daterait d'après la conquête romaine, et donc lui explique ça par un rôle plutôt symbolique de ce lieu. Et puis, il y a d'autres archéologues, de numismates, qui disent non, en fait, il n'y a absolument aucune preuve que ces monnaies, qu'on appelle des potins, qui sont en fait dans un alliage de cuivre et d'étain, il n'y a aucune preuve finalement que ces potins soient forcément postérieurs à la conquête.
Donc, il n'y a aucune preuve que l'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain soit postérieur à la conquête. Donc, il peut tout à fait être antérieur, être un vrai oppidum gaulois de l'époque de l'indépendance. Alors, le mystère de Villeneuve-Saint-Germain, ce sont les deux fossés que vous voyez sur le plan. Donc, vous avez le rempart en bas. Et puis, vous voyez qu'il y a deux fossés perpendiculaires qui ne sont pas alignés avec le rempart sur ce plan. Et il se trouve que ces fossés sont bordés de trous de poteaux et que la seule explication, c'est qu'on avait des fossés couverts. Là, ces fossés, vous voyez, qui se croisent. Là, vous avez un détail de la zone où ces fossés se rencontrent. Et donc, avec un essai de restitution, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, ça ressemble, on pourrait dire, à une galerie, peut-être une galerie marchande. Oui, mais enfin, dessous, on a un fossé. Donc, c'est assez bizarre, c'est assez mystérieux, et à ce jour, il n'y a pas d'explication. Donc, si vous avez une explication, écrivez à la Société historique et archéologique de Soissons et du Soissonnais, qui se fera certainement un plaisir de prendre toutes les hypothèses, parce que à ce jour, je vous l'ai dit, c'est unique dans le monde celtique et c'est toujours pas expliqué. Ce qu'on constate, c'est que c'est quand même au milieu des zones artisanales, et les zones artisanales sont autour de l'endroit où ces fossés se rencontrent. On voit qu'on peut accéder, ça barre absolument pas le passage. Donc il doit y avoir un rôle peut-être monumental, un rôle ostentatoire, mais on a du mal à le définir, en tout cas aujourd'hui. Alors un autre type de site très important à l'époque de l'indépendance gauloise, ce sont les sanctuaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? Allez, pour les Gaulois, c'est des enclos, un enclos à caractère cultuel, et en particulier un enclos à caractère sacrificiel, un endroit où on va faire des sacrifices. Alors, ces sanctuaires, ils existent à l'époque gauloise, ils sont parfois plus anciens, même souvent plus anciens que la période qui nous intéresse, et surtout, après, ils continuent à être utilisés, à être transformés. Résultat, les transformations successives et postérieures à la période gauloise ont souvent perturbé, voire détruit, et fait disparaître les niveaux gaulois. Donc, on a parfois du mal à les appréhender. Il se trouve que parmi les sanctuaires qu'on connaît dans l'ensemble de la Gaule, les sanctuaires de Belgique sont parmi les mieux connus, et en particulier les sanctuaires de Picardie. Notamment grâce à deux exemples éminents qui sont Rivemont's-sur-Ancre, et surtout pour ce qui nous intéresse, Gournay-sur-Aronde, dont vous avez une reconstitution là. C'est une reconstitution du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde. Alors Gournay-sur-Aronde, c'est là au nord de Compiègne, donc hors de notre zone. Je vais quand même m'y intéresser. Pourquoi? Parce qu'il nous permettra d'expliquer un autre sanctuaire qui, lui, est dans notre Valois et dans notre zone d'étude. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur ces sanctuaires, en particulier grâce à l'exemple de Gournay? C'est que donc c'est un lieu où on va faire des sacrifices, des offrandes, et des offrandes en particulier de deux types. Quel type? Des offrandes animales. Souvent, on est dans une fosse au centre du sanctuaire, dans laquelle on va sacrifier les animaux, et puis on va souvent laisser les animaux entiers dans la fosse, les laisser pourrir sur place, et puis les os ne seront évacués qu'une fois la carcasse complètement pourrie, complètement décomposée. Et l'autre type d'offrande qu'on y retrouve souvent, ce sont des offrandes guerrières. On y retrouve énormément de trophées d'armes, certainement les armes qui ont été prises à l'ennemi. On va aussi y retrouver les crânes et les ossements humains. Et pas de sépulture, ce sont là encore les ossements et les crânes des ennemis vaincus. Il y a un exemple qui est assez connu de ces dépouilles gauloises ramenées dans les sanctuaires. Il se trouve que c'est un consul romain, donc le consul Lucius Postumius, qui a été vaincu et tué par les Gaulois boïens en 215 avant Jésus-Christ. Alors les Gaulois boïens, c'est des Gaulois qui occupaient une partie de l'Italie du Nord. Donc il y avait des Gaulois également en Italie, jusqu'à ce que les Romains s'emparent de ces provinces. Et il se trouve qu'après l'avoir tué au cours d'une bataille, Tite-Live, donc qui est un historien romain, nous dit que les Gaulois, nous dit, je cite, que ces dépouilles, donc les dépouilles du consul, ses dépouilles et sa tête, séparées de son corps, furent portées en triomphe par les Boïens
dans le temple le plus respecté chez cette nation. Puis la tête fut vidée, et le crâne, selon l'usage de ces peuples, orné d'un cercle d'or ciselé, leur servit de vase sacré pour offrir des libations dans les fêtes solennelles. Ce fut aussi la coupe du grand pontife et des prêtres du temple. Donc c'est un exemple qu'on nous donne à propos d'une tribu gauloise en Italie du Nord, mais les découvertes faites dans les sanctuaires qui ont été fouillés témoignent que c'est une réalité. On retrouve des crânes humains, on retrouve des corps, on retrouve même des corps dont on sait qu'ils ont été décomposés à l'air libre. Donc on exposait les dépouilles des ennemis, on les laissait, comme pour les animaux offerts, pour les sacrifier, on laissait les dépouilles se décomposer sur place. Ça devait pas être très agréable à observer, mais c'était en tout cas impressionnant, et donc c'est un des rôles de ces sanctuaires. Alors la gestion des sanctuaires, elle est assurée évidemment par les druides, ces hommes à tout faire, ces élites à tout faire de l'époque gauloise, qui sont à la fois des prêtres, des conseillers, des juges, etc., qui remplissent un peu toutes les fonctions. Alors il y a une chose qu'on observe à Rigmont-sur-Ancre, qui est un autre sanctuaire qui est dans l'Oise, qui est dans la Somme. À Rigmont, on voit que au centre, on a une enceinte qui est assez réduite, mais que autour de cette enceinte réduite, il faut encore ajouter d'autres enclos beaucoup plus grands, et que finalement, un sanctuaire qui peut paraître assez réduit peut se trouver au cœur d'un complexe qui est beaucoup plus vaste. Gardez ça en tête pour passer à notre exemple local, qui est Chanlieu. Alors, le temple de Chanlieu à Orouy, vous le connaissez peut-être surtout comme temple romain. Mais il se trouve qu'on sait qu'il est déjà occupé à l'époque gauloise. On a des indices d'occupation dès les années 260, 200, 250, 260 avant Jésus-Christ, avec des fragments d'armes qui sont semblables à ceux qu'on a découverts à Gournay-sur-Aronde. Alors c'est des indices assez limités, mais ça pourrait témoigner du fait qu'on a là aussi à Chanlieu un sanctuaire gaulois ancien, qui aurait été perturbé par les transformations successives. On n'a pas de structure associée malheureusement à ces fragments d'armes découverts. Ensuite, on sait que dans le dernier siècle de l'indépendance, donc dans les années moins 150 à 50, on a un petit complexe de bâtiments qui sont certainement cultuels, et certaines avec les structures qu'on retrouve, on arrive à déterminer un bâtiment qui est un bâtiment religieux comparable, tout à fait comparable à ce qui est connu dans les autres sanctuaires. Les objets archéologiques, le mobilier qu'on y a découvert, est tout à fait cohérent aussi. On a découvert des pointes de lance, on y a découvert des oreilles de cerf en métal, des modèles d'oreilles de cerf en métal. On y a découvert des outils, on y a découvert des fibules sacrifiées, donc détériorées pour ne pas pouvoir être utilisées. Les fibules, c'est les ancêtres des épingles de la nourrice, qui servent notamment à accrocher les vêtements. On y a découvert des monnaies. Et alors là, c'est aux alentours de là où est aujourd'hui le temple de Chanlieu, mais si vous élargissez un peu à ce qui a été découvert aux alentours, notamment dans les environs des thermes, eh bien, on a aussi trouvé un silo dans lequel il y avait des ossements humains, il y avait des vestiges de peau de chien, il y avait un crâne de cheval qui avait été décaloté. Donc, c'est des vestiges qui sont... Alors, ces vestiges-là découverts dans le silo, il faut quand même les traiter avec un peu de prudence, parce que certes, ils sont semblables à ce qu'on a découvert sur d'autres sanctuaires gaulois, mais c'est aussi semblable à ceux qu'on a découverts sur des sites d'habitat. Donc, ça pourrait être simplement, dans ce cadre-là, un silo dépotoir qui a été utilisé comme dépotoir, mais ça peut aussi être un autre indice pour le fonctionnement gaulois, on va dire, de ce sanctuaire de Chanlieu. Un autre type de vestiges qu'on retrouve beaucoup à l'époque gauloise, et dont là c'est la prospection aérienne et l'archéologie préventive qui nous ont prouvé l'importance de ces sites qu'on ne soupçonnait pas réellement avant les années 50 et puis 70-80, c'est ce qu'on appelle les fermes indigènes. Alors ça, si vous lisez un peu de littérature archéologique sur les Gaulois, les fermes indigènes, vous en entendez parler tout le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que des fermes indigènes ? Eh bien, ça va être à la fois des habitats et puis des centres d'exploitation ruraux.
C'est une question qui a été, comme je l'ai dit, cette question du rural. Elle a longtemps été négligée par l'archéologie du 19e et du début du 20e. Mais maintenant, on commence à mieux la connaître et on commence à avoir une idée précise de ce que c'est qu'une ferme indigène. Et pour ne pas pouvoir être à la fin de l'époque gauloise, on commence à les voir apparaître dans les années 120 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la même période où on voit également apparaître les oppidums. Ces deux types de structures complètement différents apparaissent tous les deux à peu près dans le même temps. Donc, on a peut-être un véritable indice d'un changement de société, un changement complet d'organisation de l'espace, avec d'un côté les oppidums, de l'autre les fermes indigènes, ce qu'on appelle les fermes indigènes, et puis les sanctuaires qui continuent à fonctionner, mais qui sont souvent, comme je l'ai dit, un peu plus anciens, qui existaient déjà avant. Alors évidemment, si on a d'un côté des fermes indigènes et puis de l'autre des oppidums, on peut tout de suite supposer que les fermes servent à produire les ressources qui vont être consommées dans les oppidums. Et donc c'est encore un argument supplémentaire pour la théorie sur laquelle les oppidums seraient des villes, avec des habitats permanents. Alors, concrètement, comment se présente une ferme indigène ? Donc c'est avant tout les établissements à vocation agro-pastorale, agriculture et puis élevage. On trouve parfois trace quand même de travail artisanal, notamment de travail du bois et même de travail du fer. Donc certains de ces établissements étaient peut-être capables de vivre finalement en semi-autarcie, condition de se procurer le minerai et de se procurer les quelques matières premières qu'ils ne pouvaient pas produire par eux-mêmes. Ils devaient être capables de vivre la plupart du temps en autarcie ou semi-autarcie. Ça se présente systématiquement comme des ensembles d'enclos qui sont délimités par des fossés. Alors ces fossés, ils peuvent être curvilignes, donc courbes ou rectilignes. En général, ils sont nombreux, multiples. On a plusieurs enclos et parfois ces fossés sont doublés avec des palissades, mais c'est pas systématique. Alors c'est des palissades et des fossés assez modestes. Ils n'ont pas vraiment de fonction défensive. Au mieux, ils vont pouvoir empêcher des animaux sauvages de pénétrer dans la ferme, mais c'est à peu près tout. Le but est sûrement plutôt ostentatoire, et puis c'est aussi un but probablement de parquage des animaux. Empêcher les animaux domestiques, eux, de s'échapper et puis d'aller vagabonder dans la nature. On a deux types d'enclos. Soit des enclos des limites, un espace qui va être construit et qui va être assez intensément occupé dans ce cas-là, souvent avec une cour centrale et les bâtiments qui s'organisent autour de cette cour. Et puis on a d'autres enclos qui vont être essentiellement qui vont être vides, et dans ce cas-là, généralement accolés à l'enclos précédent. Donc on peut supposer que ces enclos-là étaient ceux dans lesquels on parquait les animaux. On a une organisation de l'espace qui est bien pensée, qui est cohérente dans ces fermes indigènes, avec dans la partie qui est bâtie, dans la partie qui est construite, une cour centrale en général, et puis autour des espaces délimités où on a d'un côté l'espace d'habitat, on va avoir d'un autre côté les espaces de stockage dans lesquels on va trouver les greniers et les silos, et on va avoir dans un troisième endroit des bâtiments qui vont être plutôt les bâtiments de travail. Donc on voit que c'est quelque chose de pensé, de construit, d'organisé, de très organisé. On peut distinguer, au niveau des périodes d'occupation, il existe à la fois des sites qui vont être à vocation à utilisation courte. On va les utiliser pendant une trentaine, une cinquantaine d'années, c'est-à-dire pendant 1 à 2 générations. Et puis on va abandonner le site et on va partir ailleurs. Pas forcément très loin, mais ailleurs. Peut-être à mettre en relation avec la culture survolée que j'évoquais tout à l'heure. On a épuisé les terres d'un secteur, on abandonne cette ferme, on va en construire une autre plus loin, on défriche. Et on a quand même beaucoup de sites sur lesquels on constate que les occupations sont longues, et parfois même très longues. Et dans ce cas-là, on a des réorganisations sur le même site. On va transformer, on va agrandir, on va transformer, on va parfois entièrement démolir ce qui existait pour reconstruire quelque chose de différent, mais sur le même site, sur le même endroit. Donc là, on peut avoir des occupations qui s'étendent sur plusieurs siècles. On va voir un exemple. Alors justement, l'exemple de site à occupation longue qui est dans notre région, c'est une ferme qui a été fouillée à Verberie, au lieu-dit la Plaine Saint-Germain. Alors je vous parlais de l'importance de l'archéologie préventive.
Eh bien, bonne illustration, puisque cette ferme, elle a été découverte dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse nord. On l'a découverte à ce moment-là, elle n'était absolument pas connue avant même par prospection aérienne. Elle a donc été fouillée sur environ 16 hectares. Mais il se trouve qu'une fois qu'on savait qu'elle est là, alors pourquoi 16 hectares? Parce qu'en archéologie préventive, on fouille ce qui va être détruit. Donc en archéologie préventive, les archéologues ne choisissent pas ce qu'ils vont fouiller. Tout ce qui était en l'occurrence hors du tracé du TGV n'a pas été fouillé. Donc on a fouillé environ 16 hectares dans le début des années 90, mais une fois qu'on savait que la fouille était là, il y a quand même un des archéologues qui a fait un survol de la zone, et on s'est rendu compte qu'en fait, on était au cœur d'un complexe d'enclos qui s'étendait sur une trentaine d'hectares. Donc on a fouillé que la moitié du site. Alors là, on se rend compte qu'à Verberie, on a effectivement plusieurs phases. Alors on a une première phase, qui est cet enclos que vous avez en haut, l'enclos A. Donc un enclos elliptique, même ovale, avec un fossé qui est large d'à peu près 2,50 m, profond d'1 mètre. On voit qu'il y a une ouverture. Alors l'ouverture est au nord, pour vous donner une idée. Il n'y a pas la flèche, mais l'ouverture de l'enclos est au nord. Voilà, alors ce fossé, il ceinturait une aire de stockage, dans laquelle on trouvait une dizaine de greniers surélevés sur des poteaux, en général 4 ou 6 poteaux. C'est le nombre de poteaux typiques des greniers gaulois. Et puis on avait quelques silos creusés directement dans le sol. Et ensuite, on avait d'abord ce seul enclos, puis dans un deuxième temps, on est venu ajouter à côté le deuxième enclos, l'enclos B. Ça, c'est la première phase d'occupation du site. Pas très bien daté, mais dans les années certainement 120, 80 avant Jésus-Christ. Ensuite, succède une deuxième phase, que vous voyez représentée en dessous. C'est le même site, en haut et en bas, mais c'est un plan par phase. Donc en bas, vous avez la deuxième phase du site, et là on est dans les années 80 à 50, donc 50 avant Jésus-Christ, c'est la conquête. Donc on est une trentaine d'années avant la conquête jusqu'à la conquête à peu près. Vous voyez qu'on a complètement transformé le site. On l'a conservé, on a continué à l'occuper. L'occupation est permanente, il n'y a pas de problème, mais on décide de complètement transformer le site. Alors vous voyez qu'on va recreuser tout un réseau de fossés qui vont délimiter des parcelles qui sont à peu près régulières. Et puis au milieu, on a ce grand enclos quadrangulaire qui fait une sorte de trapèze irrégulier, l'enclos C. Il ceinture une zone qui fait à peu près 1900 mètres carrés. Et dans l'angle nord, alors je ne sais pas si tout le monde voit bien, vous voyez qu'il y a quelque chose là. C'est des trous de poteaux qui indiquent une cabane qui faisait à peu près, une cabane qui était ovale, qui faisait à peu près 10 mètres sur 8. On a élevé également, alors on voit en haut du plan, ici, vous voyez qu'on a à nouveau des points. On a d'autres trous de poteaux. On avait une autre concentration de structures, et ça, pour le coup, commençait à ressembler à un habitat. Donc ça aurait été l'enclos qui contenait l'habitat, mais comme vous le voyez, on est en bordure de fouille. C'était pas détruit par TGV, ça n'a pas été fouillé. Un jour peut-être. C'est parfois frustrant l'archéologie préventive, c'est souvent frustrant. Ensuite, on a une troisième période encore, qui elle débute vers moins 30, donc on est après la conquête, mais on voit que le site continue d'être occupé, et on a un nouveau réaménagement, mais on va recreuser en fait les fossés, mais on va conserver essentiellement les bâtiments, on va réoccuper les structures qui existaient déjà. Donc, on se voit se dessiner dans cette période moins 120 jusqu'à la conquête, un paysage ouvert avec 3 types de structures principales qui vont être donc les oppidums, les ovopidas, les sanctuaires et puis les fermes indigènes. Alors dans ces fermes indigènes, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que tout ce beau monde, il faut le nourrir. Donc on fait de l'agriculture également, mais là j'ai envie de vous parler plus principalement d'élevage, notamment d'élevage et de chasse, notamment pour casser une petite idée reçue, une petite habitude. Alors, est-ce que les Gaulois chassaient le sanglier tous les jours et mangeaient du sanglier tous les jours?
Bon, alors a priori, vous vous doutez de la réponse, hein. Si je la pose, c'est que c'est non. Et on le sait, ça grâce aux fouilles archéologiques, là encore, qui nous ont permis de retrouver les ossements des animaux consommés par les Gaulois. Alors, premier constat sur ces espèces animales qui sont élevées et qui sont consommées par les Gaulois à la fin de leur indépendance, on constate des différences énormes selon les sites, notamment selon les sites d'habitat, si on est sur une ferme indigène ou si on est sur un oppidum. En termes de concentration d'ossements, on a une concentration, une densité qui est 10 fois moindre dans les fermes indigènes que dans les oppidums, que dans les oppidums. Donc, je parle bien de densité, c'est-à-dire on parle de nombre d'ossements par rapport à la surface fouillée. Donc, on a beaucoup plus d'animaux qui sont tués, consommés dans les oppidums. Là encore, hein, ça nous entraîne plutôt vers la piste de l'hypothèse urbaine des oppidums. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve peu? On a peu de vestiges, peu de restes d'oiseaux et de poissons. Mais si je le précise, c'est parce qu'il faut être prudent. Pourquoi? Parce que les arêtes de poissons, parfois les écailles de poissons, et puis les os d'oiseaux sont en général petits, fins. Donc, premièrement, ils se conservent difficilement. Et deuxièmement, le risque de passer à côté lorsqu'on fouille est plus grand. Donc, on trouve peu de restes. Ça ne veut pas dire qu'ils en consommaient, ça ne veut pas forcément dire qu'ils en consommaient peu. On a une vision qui est évidemment dépendante de la conservation des vestiges et puis de la concentration du fouilleur sur le terrain. Hein, faut dire ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, je vous ai dit ce qu'on ne trouvait pas, on va quand même s'intéresser à ce qu'on retrouve. Alors, finalement, assez peu d'animaux sauvages. Sur l'ensemble de ce qu'on trouve, on a à peu près 5% d'ossements qui sont des ossements d'animaux sauvages. Et dans ce qu'on retrouve, on retrouve essentiellement du lièvre, on retrouve un peu de cerf. Ça, c'est intéressant de retrouver beaucoup sur les 5%. Hein. Mais c'est intéressant de retrouver beaucoup de lièvres. Pourquoi? Parce que les os de lièvre, c'est un peu comme les os d'oiseaux, c'est quand même assez petit. Et il se trouve que ça fait partie des ossements qui se conservent mal. Donc, si on en retrouve beaucoup, c'est que vraiment, il devait être très intensément consommé à l'époque. Ça devait être une part de la nourriture assez importante. Alors, est-ce qu'on a du sanglier? Oui, on en a un peu, quand même. Et puis, on a un peu d'autres animaux, notamment chevreuil. Plus surprenant, on peut avoir du castor, des divers animaux prédateurs, comme des renards, etc. Ça, c'est dans les animaux sauvages. Alors, quand on a du castor et du renard, on peut se rendre compte souvent que les os ont quand même des traces de découpe, donc que les animaux ont été consommés, mais ils étaient probablement chassés à la base, surtout pour leur fourrure. Mais on n'avait pas gâché la viande, on l'a récupérée quand même, mais c'était probablement pas la raison première pour laquelle on les chassait. Donc, comme vous avez tous été brillants en maths à l'école, vous savez que si on a 5% d'animaux sauvages, on a 95% d'animaux domestiques. Donc évidemment, l'élevage tient une part prépondérante dans la nourriture carnée des Gaulois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animaux domestiques? Alors ça dépend évidemment beaucoup des sites, ça varie énormément selon les sites et selon la région. Dans la région, en général, on trouve entre 30 et 60% de caprinés, c'est-à-dire les moutons, les chèvres. Dans la région, c'est surtout les moutons, assez peu de chèvres. On trouve de 20 à 40% de porcs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une grosse disparité entre les fermes indigènes et les oppidums. On trouve beaucoup plus de porcs dans les oppidums que dans les fermes. On trouve à peu près 20% de bovins. Et on trouve là, selon les sites, 3 à 10% de chevaux. Et sur les chevaux, il y a également des traces de découpe. Donc les chevaux, on en élève pour la guerre, mais on en élève pour le travail, et on les mange. Alors est-ce qu'on les élève pour les manger, ou est-ce qu'on mange les chevaux morts par ailleurs? Ça, pas toujours facile à trancher. Mais on sait qu'on consomme du cheval. Et animal plus surprenant, qui est consommé également, c'est le chien. On retrouve des ossements de chien.
Et on voit aux traces de découpe que portent leurs os que les chiens sont dépouillés, qu'on récupère leur peau, mais qu'on les mange également. Donc on mange du chien. Et pourtant, malgré le fait que le chien soit un animal consommé, Idéfix est-il une réalité historique? Eh bien, figurez-vous qu'on a quelques chiens qui sont parfois enterrés soigneusement, qui eux n'ont été ni consommés, ni dépouillés. En général, ces chiens sont plus petits que la moyenne. Alors, plus petits que la moyenne, ça ne veut pas dire un Yorkshire, ça ne veut pas dire Idéfix non plus, ça veut dire plus petit que la moyenne, mais quand même. Et donc, peut-être qu'ils étaient déjà considérés comme plus mignons. Plus petits, plus mignons. En tout cas, c'est ce que dit ma mère qui fait 1m50. Alors, si je vous en parle, c'est parce qu'on a un exemple régional, on en a un à Jeaux. Où Jeaux, il y a une ferme indigène qui a été fouillée avec une occupation longue, au site, au lieu-dit le Camp du Roi. Et il se trouve que dans une zone de cette ferme, on a trouvé un chien enterré proprement. On l'a trouvé dans une zone dans laquelle on avait également des dépôts de céramique entières. Donc c'est absolument pas une zone de dépotoir. Le cadavre n'a pas été jeté et recouvert. Le chien a vraiment été enterré proprement. Il était adulte. Donc il est plus petit parce qu'il est plus petit. Il n'est pas plus petit parce qu'il était jeune. Et c'est assez étonnant. Alors, on en a assez peu des exemples comme ça. Il se trouve que j'en connais 4 pour la France. Donc celui de Jeaux. Un autre, les 3 autres sont dans des chiens qui ont été enterrés à côté d'incinération. Dans ces cas-là, on en a un à Assy-Romance dans les Ardennes, et puis 2 dans la Loire, un à Roanne et puis un à Feurs. Alors, comment expliquer ça? Il y a 2 hypothèses. La première, c'est qu'on soit en présence de quelque chose de plutôt rituel. Alors, la blague de l'archéologue, c'est que quand on comprend pas, c'est rituel. Mais c'est peut-être vrai. Ça expliquerait pourquoi on a le chien qui est soit associé à une incinération, soit dans une zone où on dépose des vases entiers. Mais dans ce cas-là, pourquoi on n'en retrouve pas à côté de toutes les incinérations, ou en tout cas de plus d'incinérations? Et pour ceux qu'on a retrouvés, on n'a pas de traces de sacrifice non plus. Ils ont l'air d'avoir été enterrés, d'être morts de leur belle mort. Donc l'autre hypothèse, eh bien, c'est l'hypothèse de l'animal de compagnie. Donc les Gaulois, certains Gaulois en tout cas, avaient peut-être certains chiens qui étaient des animaux de compagnie. Donc Idéfix vient peut-être, sans le savoir, d'une réalité historique. Et si c'était un animal de compagnie, eh bien, le propriétaire il était peut-être trop attaché pour avoir envie de le dépecer et de le manger une fois son fidèle compagnon décédé, et donc l'a fait enterrer. Ou alors on a enterré le chien à côté de son maître, une fois le maître, après l'incinération du maître. Donc, si je reprends, à la fin de la guerre des Gaules, à la veille de la guerre des Gaules, on a donc le Valois qui se présente comme un paysage ouvert, largement cultivé, sur lequel on a des routes. Il est parsemé de fermes indigènes, qui sont des habitats dispersés, des centres d'exploitation agro-pastorale. On est dans une zone qui est à la jonction de plusieurs tribus. Jonction qui est peut-être marquée par un oppidum frontalier à Chanlieu, par un sanctuaire frontalier à Chanlieu, excusez-moi. Et on a des oppidums, mais a priori pas d'oppidum frontalier. Les oppidums sont dans les terres des tribus, mais ils ne sont pas là pour défendre les frontières. Ce qui nous amène donc à la conquête et ses conséquences. Alors, il y a 2 événements importants de la conquête qui ont lieu, pas directement dans notre zone d'étude, mais à proximité. Le premier, c'est en 57 avant Jésus-Christ. On est en 57 avant Jésus-Christ. On est dans la 2e année de la guerre des Gaules, et César va mener une campagne contre les Belges. L'année précédente, il a repoussé les Helvètes qui attaquaient ses alliés, Éduin. Et il apprend donc que les Belges réunissent une coalition. Quand il arrive donc depuis l'Italie du Nord en 15 jours avec 2 légions toutes neuves qu'il vient juste de lever. Et il fait immédiatement marche en direction du cœur de la coalition et en direction en particulier du territoire des Suétions. Quand il arrive sur place, les Rennes, donc les Gaulois qui habitent la région de Reims, courageusement ou intelligemment selon les points de vue, se rallient immédiatement à lui. Et César continue sa route.
et il va faire face à la coalition sur les bords de l'Aisne, dans un lieu qui n'est pas connu avec précision. Alors chacun voudrait bien franchir la rivière, mais évidemment il faut traverser la rivière, il faut traverser une zone de marais, donc on se fait face, personne n'ose vraiment attaquer, on se cherche un peu, on envoie quelques cavaliers de ci de là, mais personne ne veut vraiment prendre l'initiative. César va donc décider de replier ses troupes vers le camp, mais c'est probablement un piège, puisque du coup les Belges, croyant le champ libre, traversent. César contre-attaque, les Belges sont repoussés, nous dit-il, avec de nombreuses pertes. Évidemment, toute la relation de la guerre des Gaules nous vient de César, mais il nous dit qu'il repousse les Belges avec de nombreuses pertes, mais que surtout, c'est en les poursuivant que les légions vont faire de très nombreuses pertes chez les Belges, qui du coup décident de se disperser. Chacun repart en gros chez lui en disant bon bah le premier chez qui les Romains débarquent, on vient tous l'aider. Et puis évidemment personne n'aide personne. Les Suétiens se replient dans leur fameux oppidum de Noviodunum, donc peut-être Pommier, mais ce n'est pas sûr. Et dès que César arrive devant leur mur, ils se rendent. Donc Pommier, voilà, la localisation de l'oppidum de Pommier, supposé l'oppidum de Noviodunum, cité par César. Le deuxième événement, on est tout à la fin de la guerre des Gaules, on est en 51 avant Jésus-Christ, donc on est l'année suivant la défaite d'Alésia, et donc la coalition menée par Vercingétorix a été défaite, mais il y a encore des Gaulois qui refusent de se soumettre, qui se révoltent, et parmi eux les Bellovaques. Et beaucoup d'alliés, beaucoup d'autres tribus belges, mais ni les Rèmes, qui sont restés fidèles à César, ni les Suétiens, qui ne sont pas revenus sur leur reddition. Par contre, les Bellovaques, oui. Et donc, ils vont s'affronter aux alentours de Nointel, avec des marches, des contre-marches. Là encore, chacun est dans une position défensive forte, dans les collines de ce secteur. On a les Bellovaques qui occupent une colline, César qui occupe la colline d'en face, personne ne veut prendre l'initiative de l'attaque. Les Bellovaques voudraient en fait couper le ravitaillement de César, évidemment César ne se laisse pas faire. Les Bellovaques finissent par décider de se replier une première fois pour gagner une autre hauteur encore plus favorable. César les suit mais n'ose toujours pas les attaquer. Les Bellovaques finissent par se faire un rideau de fumée en brûlant du bois des fagots de bois pour faire un rideau de fumée et en profite pour s'échapper. Mais César les poursuit, les bat. Après ça, il aura encore quelques petites révoltes à mater, mais plus dans la région. Et c'est ainsi qu'on peut dire qu'en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, selon la formule consacrée. Alors, est-ce que ça a des conséquences concrètes sur le terrain ? Alors, premièrement, et ça c'est assez logique, ça a des conséquences politiques. Alors, quelles conséquences politiques ? Bon, eh bien, premièrement, ces fameuses créations ou prises d'indépendance de tribus dont j'ai parlé au début, notamment donc les Sulpanectes, la tribu de Senlis, sur le territoire de laquelle, ici à Crépy-en-Valois, nous serions, même si Crépy-en-Valois n'existait pas encore à l'époque. Donc vous avez en illustration les arènes de Senlis. On crée donc cette tribu dont on n'avait jamais entendu parler avant, apparaît. Senlis, la ville de Senlis, c'est une pure création du 1er siècle après Jésus-Christ. À ce jour, il n'y a aucune découverte gauloise à Senlis. Donc il est finalement tout à fait possible que les Sulpanectes, comme je le disais au début de la conférence, soient un démembrement des Suétiens ou des Bellovaques pour diminuer leur puissance. Et la révolte des Bellovaques en 51 avant Jésus-Christ, dont je viens de vous parler, aurait éventuellement pu justifier cette volonté qu'on leur casse un peu les reins en les affaiblissant pour éviter qu'ils se révoltent. On a donc, comme je vous le disais également, une hypothèse un peu semblable pour les Mèdes, qu'on supposait une tribu qui existait, mais soumise aux Suétiens, qui pour certains auteurs aurait pu prendre à ce moment-là son indépendance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres changements ? Est-ce qu'il y a des changements, notamment
dans les sites qu'on a étudiés, les oppidums, et puis les fermes indigènes et les sanctuaires. Alors dans les oppidums, pas vraiment, ils sont abandonnés assez rapidement quand même. Ils continuent à fonctionner un peu, mais on va finir par les abandonner assez rapidement au profit des nouvelles villes qu'on va fonder, en général des villes de plaine, typiquement donc Senlis, dans notre région, Senlis, et puis Soissons, qui est également une création romaine. Dans les campagnes, maintenant, dans les fermes indigènes, est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce que des sites sont abandonnés à cause de la conquête, suite à la conquête? Eh bien, finalement, pas tant que ça. Pas vraiment plus qu'avant la conquête. On continue d'avoir des sites qui sont abandonnés, mais on voyait que c'était déjà le cas à l'époque gauloise. Et puis, on continue d'avoir des sites qui restent utilisés. Et c'est notamment le cas de Villeneuve-Saint-Germain, à Verberie, toujours le même. La plaine de Saint-Germain, pardon. De la plaine de Saint-Germain à Verberie, où on va voir s'installer une villa gallo-romaine, avec, donc on la voit fonctionner à partir du début du 1er siècle après Jésus-Christ, donc elle succède immédiatement à la ferme gauloise, sur le même site, mais on va changer par contre là les méthodes de construction, on va construire à la romaine, en pierre, avec des toits de tuiles, mais on voit qu'elle est juste à côté de l'ancien site gaulois. En haut, vous avez le site gaulois, à côté, vous avez la villa gallo-romaine. Donc, on continue d'employer le même site, on est vraiment dans la continuité. Et c'est quelque chose qu'on constate finalement sur beaucoup de fermes indigènes, notamment dans les plus grandes des fermes indigènes. Elles se transforment très naturellement en villa gallo-romaine. Et finalement, on se rend compte que l'organisation que je vous ai décrite tout à l'heure à propos des fermes indigènes se retrouve assez fortement dans les villas gallo-romaines, avec cette distinction, avec une cour centrale, avec des bâtiments organisés autour de cette cour, et puis une séparation des activités avec ce que les Romains appellent la pars urbana, donc la partie habitée, et puis la pars rustica, la partie vouée aux activités agricoles. Donc finalement, pour beaucoup d'auteurs, pour beaucoup d'archéologues, on peut dire que les fermes indigènes préfigurent les villas gallo-romaines. Et qu'il n'y a pas véritablement de ce point de vue-là de rupture. Qu'en est-il pour les sanctuaires? Eh bien, les sanctuaires également continuent à être utilisés. Et même à être plus qu'utilisés, à être agrandis. Et là, vous avez le dernier état du temple gaulois de Chanlieu, tel qu'il est construit. Donc le temple de Chanlieu est transformé au début de la période romaine, sous le règne de Tibère, donc entre 14 et 37. Et puis, il est de nouveau transformé sous le règne de Claude, quelques années plus tard. Et là, vous avez le dernier état connu du temple de Chanlieu, tel qu'il est fait, tel qu'il est modifié au IIe siècle, à la fin du 1er siècle, au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez que les sanctuaires continuent, eux aussi, à être utilisés. À part les oppidas qui sont finalement abandonnés, les autres sites, eux, continuent pour beaucoup à fonctionner, ou en tout cas ne sont pas plus abandonnés qu'avant la conquête. Et il y a une dernière conséquence de la romanisation que je voudrais évoquer, c'est quelque chose d'un peu plus surprenant. On va parler de la taille des animaux. Parce que, finalement, on se rend compte, depuis le néolithique, c'est la période où l'agriculture est inventée, où on commence à élever les animaux également, à les domestiquer, et on se rend compte qu'il y a une baisse continue de la taille des animaux de la période du néolithique jusqu'à la fin de la période gauloise. Et même sur une même période, si on regarde les animaux qu'élèvent les Gaulois et qu'on les compare aux animaux qu'élèvent les Romains, on se rend compte que les Gaulois élèvent des animaux plus petits, clairement plus petits, jusqu'à 20% d'écart, que les animaux élevés par les Romains. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que les Gaulois sont mauvais éleveurs? Est-ce que c'est parce qu'ils ont sélectionné les mauvais animaux? Eh bien, peut-être pas. Alors, on va essayer de réfléchir à ça en regardant qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage à élever des petits ou des grands animaux. Donc là, sur le dessin, vous avez à gauche un bœuf, un auroch tel qu'il se présente au néolithique. Au milieu, vous avez le bœuf gaulois. Ça crée différence. Alors, qu'est-ce que ça a comme avantage d'avoir des grands animaux?
Bon, ça a évidemment beaucoup d'avantages, hein. Un gros bœuf, ça va quand même consommer moins que le petit. Ça demande moins de travail, ça produit moins de déchets, que ce soit de la vie de l'animal ou de déchets de coupe, de boucherie. Et on peut se dire que ça, et évidemment, ça produit plus de viande ou de lait ou de laine selon l'animal. Tout ça, évidemment, c'est vrai, mais c'est pas seulement un avantage si on y réfléchit bien. Pourquoi ? Parce que si vous avez un bœuf qui vous fournit 400 kg de viande ou si vous avez un bœuf qui vous en fournit 800 kg, eh bien, les 800 kg de viande, il faut quand même être capable de découper l'animal avant que la viande commence à s'abîmer, de la conserver, de la consommer ou de l'exporter. Alors que si vous êtes une petite unité, si vous êtes une ferme indigène qui vit en semi-autarcie, c'est pas forcément très intéressant parce que vous risquez d'avoir des pertes de viande ou de lait si c'est une vache, la situation est la même. Finalement, dans ce cadre-là, avoir des petits animaux, si on est sur un système où il y a peu d'échanges, en tout cas pour les denrées vivrières, ça peut être intéressant finalement d'avoir des petits animaux parce que la viande, tant qu'elle est dans un bœuf vivant, elle se conserve par définition, tandis qu'une fois que le bœuf est mort, elle commence à se dégrader. Alors, ce qui est intéressant, c'est du coup de constater à partir de quel moment ça commence à changer et à partir de quel moment le bétail se remet à grandir. Et surtout, comment il se remet à grandir. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on a, à partir à nouveau des années 120 avant Jésus-Christ, une coexistence des petits animaux qu'élevaient les Gaulois et des grands animaux qu'on trouvait à côté. Et c'est un apport brutal. Donc, on a bien des animaux qui sont importés. On est allé chercher des grands animaux. Le grand bœuf, notamment, on le trouve à Chanlieu à cette époque-là. Et ça commence à se dessiner une trilogie intéressante, avec nos fermes indigènes, nos grands animaux qui apparaissent à ce moment-là en Gaule, et nos oppidums. Dans le cas où les fermes indigènes soient destinées à alimenter les oppidums, eh bien on peut avoir sur le même site un élevage de petits animaux destinés à la consommation locale et des grands animaux qui, eux, sont exportés dans les oppidums. Hypothèse qui marche très bien. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les ossements qu'on retrouve, eh bien, on a une très très forte disparité entre les ossements qu'on retrouve dans les fermes indigènes et ceux qu'on retrouve dans les oppidums, où on retrouve en très très grande majorité des grands animaux. Ça commence à être très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on constate que les petits animaux et les grands animaux ne se croisent pas. On n'a pas d'animaux de taille intermédiaire. Et ça reste vrai jusqu'à la fin de l'Antiquité. Jusqu'à la fin de l'Antiquité, on va continuer à trouver des petits animaux, on va continuer à trouver des grands animaux. Les petits deviennent de plus en plus minoritaires, ils disparaissent quasiment. Mais on a toujours ces deux extrêmes, mais pas vraiment d'intermédiaire. Donc on continue à sélectionner des grands animaux d'un côté, on continue à sélectionner des petits de l'autre, à ne pas les croiser. Et ça pendant plus de 5 siècles. Donc on a une vraie volonté. Et on constate que les Gaulois savent sélectionner, il n'y a pas de problème, puisqu'ils commencent à faire ça, on l'a dit, dans les années 120 avant Jésus-Christ. Bon, alors à propos des oppidums, je pense que vous commencez à voir vers quelle hypothèse mon cœur balance. Donc en conclusion, on a vu que le Valois-Gaulois n'avait quand même pas grand-chose à voir avec les clichés, et que la conquête, donc à part en matière politique et à part pour les oppidums, n'a pas vraiment révolutionné notre territoire. La plupart des éléments étaient déjà là, les grandes fermes, les grandes fermes indigènes se transforment pour beaucoup en villas gallo-romaines. Les sanctuaires continuent à être utilisés. Et progressivement, dans une relative douceur, on va voir les anciennes élites gauloises se mêler au système politique, s'intégrer petit à petit au système politique romain. On va adopter quand même de nouvelles manières de bâtir progressivement à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. On va adopter de plus en plus ces techniques romaines, pierre, tuiles, etc. Et on va continuer à développer les sites. Et on va quand même avoir quelques transformations, notamment Chanlieu, qui paraissait donc un sanctuaire isolé, qui va devenir le véritable cœur d'une grande agglomération. On va voir les nouvelles villes
se transformer. Mais donc, ce qu'on se constate, c'est que même si les techniques restent, finalement, énormément de choses étaient déjà en place dès l'époque des Gaulois, et qu'il n'y a pas de rupture au moment de la conquête romaine. Voilà, merci à vous. Merci de votre attention. Alors merci Lionel pour cet exposé très complet. Il y a certainement quelques questions qui vous taraudent. Vous avez peut-être encore des idées fixes. Il a insisté sur l'idée fixe. J'ai pas de question sur l'idée fixe, mais donc vous avez parlé de deux modes d'habitation, les oppidums ou oppida, et les fermes, les grandes fermes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait rien, je ne sais pas, des petites fermes, des habitats, des petites... combien de personnes est-ce qu'il y avait dans une grande ferme? Est-ce que c'est un peu l'analogue d'un village, ou bien c'est vraiment, en gros, une famille et les domestiques? Alors c'est assez difficile à estimer, mais enfin on a sur les plus grosses fermes indigènes, on devait certainement avoir quand même plusieurs familles, et donc c'était un peu les analogues de petits hameaux ou de petits villages pour les plus grosses fermes. Oui, c'est ça. Et puis on a peut-être encore quelques habitats, on a peut-être déjà des habitats groupés, des petites agglomérations, mais simplement on n'est peut-être pas encore tombé dessus. C'est aussi le problème de l'archéologie. Il n'y a peut-être pas beaucoup de... C'est-à-dire que le problème, les fermes se voient en prospection aérienne et se repèrent assez facilement parce qu'on a des enclos qui se voient de loin. Si votre village était composé de bâtiments sur poteaux, et ben les bâtiments sur poteaux, pour peu que les labours soient passés dessus depuis plusieurs siècles, en prospection aérienne, vous verrez rien. Donc il y a peut-être encore des choses à découvrir de ce point de vue-là. Ça m'étonnerait personnellement qu'on ne découvre pas des petits habitats agglomérés. Oui, parce qu'il peut y avoir... Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y avait des échanges commerciaux ou un début d'échanges commerciaux entre les oppidums ou entre plusieurs fermes? Et quelle langue parlaient ces sectes pour pouvoir faire ces échanges? Je suppose qu'à partir du moment où les Romains sont arrivés, ils ont commencé à parler latin. Alors, ils ont commencé à parler latin, même certainement avant. En tout cas, la partie la plus éduquée. Alors après, il faut savoir que les Belges étaient avant la conquête, en tout cas, parmi les Gaulois les plus réfractaires. Je vais récupérer le micro, le temps de... Parce que je vous l'ai pas dit dans la conférence, mais vous savez, on connaît tous la phrase de César qui dit que de tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves. Ben, je vais vous lire la suite de la phrase. Alors, juste le temps de retrouver la ligne. Vous allez voir que la suite de la phrase est tout de suite beaucoup moins sympathique. Voilà. Les Belges sont les plus braves de tous ces peuples, parce qu'ils restent tout à fait étrangers à la politesse et à la civilisation de la province romaine, et que les marchands, alors rarement chez eux, ne leur portent point ce qui contribue à énerver le courage. D'ailleurs, voisins des Germains qui habitent au-delà du Rhin, ils sont continuellement en guerre avec eux. Donc César ne pouvait pas un portrait qui est tout de suite façon moins favorable, mais mine de rien, l'archéologie semble confirmer un peu ça, parce que on sait qu'il y a quand même des échanges dans beaucoup de régions de la Gaule. La romanisation commence avant la conquête, tout simplement parce que les élites prennent l'habitude d'imiter un peu le puissant voisin, et on va retrouver des restes d'amphores, notamment des amphores à vin. On va retrouver des objets qui imitent les objets romains, on va retrouver pas mal de choses comme ça, et c'est quelque chose qu'on remarque moins en Belgique. Mais par contre, on avait certainement aussi déjà des échanges d'otages, des enfants élevés chez les Romains, etc. Donc des élites qui parlaient déjà un peu latin, mais des élites. Après, la langue gauloise, on en connaît assez peu, elle nous a laissé quelques mots en français, hein, je crois charrue par exemple, on connaît quelques racines, on sait que c'était une langue indo-européenne, on la retrouve peut-être un peu dans les langues celtiques actuelles, mais là j'avoue mon ignorance sur le sujet. Est-ce qu'il y avait des échanges donc internes au monde celte? Oui, même plus large que ça, donc il y a des échanges entre les fermes et les oppidums, puisque je vous ai dit qu'une des hypothèses
pour les oppidums, c'est que c'est des villes et que dans ce cas, les fermes indigènes approvisionnent les oppidums. Donc on avait certainement un système dans lequel les fermes fournissent les matières premières et les oppidums échangent des biens manufacturés. On a aussi des échanges commerciaux à plus long terme parce qu'on ne trouve pas toutes les ressources partout. Et notamment, si vous voulez de l'étain, à cette époque-là, il faut les chercher en Grande-Bretagne. Donc on sait qu'on a des échanges avec la Grande-Bretagne et puis qu'on a plusieurs grosses voies commerciales, dont une qui va qui traverse toute la Gaule avec la Seine et puis la Saône, le Rhône, pour aller jusqu'en Italie, qui est notamment la voie commerciale de l'étain. Donc on a des échanges. Mais les Belges, apparemment, et ça semble confirmé par l'archéologie, sont globalement moins ouverts à l'influence romaine avant la conquête. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la question. Moi j'avais une question au sujet de Chanlieu. Vous avez parlé tout à l'heure du sanctuaire. Précisément, il est où? Ou il était où? Parce que voilà, comme on sait que Chanlieu, toute la partie est a été complètement détruite par les camps d'entraînement des chars de la Première Guerre mondiale. Moi j'avais fait des photos de là-bas, donc je me demande où ça peut être. S'il y a un enclos, quelque chose de visible, ou c'est juste des objets archéologiques qui ont été retrouvés qui ont permis de dire que c'était un sanctuaire. Alors pour la partie gauloise, oui. L'hypothèse c'est que le sanctuaire gaulois il est sous le sanctuaire romain, sous le temple romain. Si vous voyez le site de Chanlieu, vous avez le théâtre, vous avez la route, et puis de l'autre côté vous avez une petite botte de terre surélevée. Ça c'est le temple romain. L'hypothèse c'est que le sanctuaire gaulois était à cet endroit-là et que on a peu retrouvé parce qu'il a été détruit non pas par les chars mais par les remaniements successifs du site. C'est l'hypothèse. Ça veut dire qu'il y a des objets qui ont été retrouvés. Il y a des objets qui ont été retrouvés, notamment alors qu'ils sont où ça, c'est un peu un problème général pour les fouilles de Chanlieu qui ont été fouillées à plusieurs époques, c'est qu'il y a beaucoup d'objets fouillés qui ont été perdus. Enfin, perdus. Et puis donc il y en a une partie à Vinel, il y en a une partie chez certains des descendants des fouilleurs au 19e ou 20e, mais on n'a pas tout retrouvé. Tu voulais compléter en plus? Juste un petit complément sur Chanlieu. Chanlieu est connu depuis très longtemps, ça fait plus de 150 ans qu'on a fouillé Chanlieu. Il reste une partie très intéressante à fouiller, c'est sous les rangs des fouilles. C'est-à-dire que lorsque les premières équipes, sous Napoléon III pour faire simple, fouillaient Chanlieu, ils ont tout simplement déblayé pour arriver, comme disait Lionel, le plus vite possible aux structures déjà pressenties et existantes. Donc ils ont déposé la terre, les remblais sur la terre environnante. Et jamais en dessous, ces remblais ont été fouillés. Donc il nous reste quand même des hypothèses de travail très intéressantes sur la découverte du site, et notamment maintenant avec la capacité qu'on a à savoir fouiller, expliquer un site déjà fouillé. Donc il reste encore des témoignages un peu vierges, entre guillemets, de ce site-là. Donc la partie gauloise de Chanlieu est certainement la plus intéressante à l'heure actuelle. Mais ça nécessite des travaux programmés qui sont plus trop à l'ordre du jour financier. Je vais compléter la complétion parce que effectivement j'y avais pas pensé, mais bonne remarque pour les remblais de fouilles parce que dans les années 2000 il y a une équipe sicilienne qui a fait quelques sondages dans le théâtre et il se trouve que dans les talus sur lesquels s'appuyaient les gradins du théâtre il y a des objets gaulois. Donc quand les Romains ont construit leur théâtre, ils ont ramené la terre qui venait de l'à côté, et dans cette terre, on a des objets gaulois qui sont donc évidemment plus en place, mais on a des indices d'occupation. Le problème, c'est que comme ces indices sont assez diffus et qu'on a peu de structure, on a du mal à affirmer qu'il y avait un théâtre. Qu'il y avait un sanctuaire. On a du mal à l'affirmer avec certitude. On le pense au vu des objets découverts, dont certains sont semblables à ce qu'on a trouvé à Gournay, par exemple, à Gournay-sur-Arronde. D'autres questions? Et donc pour terminer, effectivement, sur la partie de l'archéologie gauloise, c'est vraiment
un secteur qui est en plein développement parce que les Gaulois sont réhabilités depuis quelques années aussi. Hein. On commence à les réétudier avec un peu plus de sérieux. Des travaux qui sont très intéressants, qui sont publiés et qui sont accessibles à tout public. Il n'y a pas que des rapports archéologiques, il y a aussi des choses qui sont très très bien faites. Et là, ça donne de nouvelles perspectives, effectivement, comme dit Lionel. Il a donné beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup de choses. On a aussi beaucoup parlé donc, des oppida, qui sont les ancêtres probables des villes. Il n'a pas dit clairement, mais enfin, c'était son hypothèse. Les fermes, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que les Romains, comme tout peuple qui arrive petit à petit, s'installent là où il y a déjà du monde. Donc il y a aussi beaucoup de sites qui sont sous nos villes, sous nos villages, dont beaucoup portent encore des noms d'origine gauloise, tu l'as dit, hein, ou d'origine celte, plus large. Donc on va continuer à savoir, à découvrir des choses sur les Gaulois, on ne sait pas tout évidemment, et c'est le rôle de l'archéologie aujourd'hui préventive qui est pour l'instant le seul moyen de découvrir encore de nouvelles choses, de nous apporter cette connaissance-là. Après, Lionel et d'autres sont là pour la diffuser au maximum, et c'est une période extrêmement intéressante. Donc j'espère que cette conférence vous a permis d'en savoir plus, d'apprendre des choses nouvelles. Ça continue d'évoluer, on fait des découvertes régulièrement, hein, donc on essaiera de vous fournir de la matière pour les prochaines années, pour une réactualisation. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à cette 5e conférence des patrimoines. Il en reste une au mois de mai, le 17 mai. Alors elle sera animée par Maxime, qui est aux manettes à la caméra aujourd'hui. Elle portera donc cette fois-ci sur un sujet d'actualité, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, sur les charpentes anciennes du Valois. Donc c'est vrai que les Français sont pris d'affection rapide pour une charpente qui vient de disparaître, celle de Notre-Dame, et il y en a encore beaucoup, parfois plus anciennes encore, qui méritent leur intérêt. Il n'y a pas que les sites internationaux qui méritent notre intérêt. Donc Maxime vous présentera ce sujet touché du bois, les charpentes anciennes du Valois, samedi 18 mai, au même horaire, 17h, au même lieu, pour donc cette 6e et dernière conférence. Et il y a une dame dans l'assistance, Madame Antoine, qui avait prévu d'y assister, qui avait réservé, et qui aurait donc un ticket sur les bras, je crois, puisque ne pourrait pas être là. Donc si quelqu'un est intéressé pour lui racheter son ticket, Madame est dans l'assistance et peut... alors Maxime, donc, je crois que tu avec toi, je et voilà. Promotion. Vous vous rapprochez de Madame si vous souhaitez assister à cette dernière conférence à prix réduit. La dernière actualité des 3 kilos, c'est la sortie du calendrier des visites, version papier. Il y en a quelques-uns sur la table ici. N'hésitez pas à les distribuer autour de vous. Ça permet de choisir au dernier moment la visite du jour, puisque le principe hors réservation reste quand même ce qui convient à tous pour l'instant. Et il y a une 50aine de sites cette saison, donc c'est encore une offre plus variée que les années précédentes, et on compte sur vous pour venir découvrir des sites que vous avez déjà fait ou qui sont inédits. Merci encore pour votre participation. Merci à CCPD. Et merci à la CCPD qui nous accueille et qui co-organise cet événement.